Presque 2 ans après la fin de la première saison, The Night Agent revient sur Netflix le 23 janvier. Il est donc temps de revoir ensemble tout ce qui s'est passé dans la saison 1 pour profiter pleinement des nouveaux épisodes. Personnages, intrigues, complots, trahison, on va revoir tout ça ensemble, et en fin de vidéo, je vous en dirai plus sur ce que cette nouvelle saison pourrait bien nous réserver. On a beaucoup de points à voir ensemble. Tout commence sous les rues de Washington, dans le métro 2781 où on rencontre le héros de notre histoire, un agent du FBI du nom de Peter Sutherland. Alors qu'il n'est pas en service, Peter remarque un homme qui sort précipitamment de sa rame, laissant derrière lui un sac à dos suspect. En inspectant le sac, Peter comprend immédiatement qu'il s'agit d'une bombe. Il stoppe le métro et ordonne l'évacuation des passagers, limitant ainsi les dégâts. Des dizaines de vies sont sauvées, mais la bombe finit tout de même par exploser, laissant Peter avec une commotion cérébrale. En se faisant soigner, il repère le poseur de bombe et se lance à sa poursuite. C'est lui! Malheureusement, il perd sa trace avant de voir son visage. Mais il remarque tout de même un élément crucial, un immense tatouage de serpent sur le flanc du suspect. Voilà comment débute la série et vous allez voir que cet événement n'a pas été pris au hasard. Il a une importance capitale pour tout ce qui va suivre. Même s'il n'a pas arrêté le suspect, Peter a tout de même sauvé un paquet de monde ce soir-là. Ce qui lui donne une certaine popularité, mais malheureusement pour lui, la célébrité n'a pas que du positif. Ça remet sur le devant de la scène une histoire vieille d'une dizaine d'années au sujet de son père, Peter Sutherland Sr. Alors qu'il était chef de la section contre-espionnage du FBI, il a été accusé d'avoir fait fuiter des documents classés secret défense. Mais malgré le verdict et le décès de celui-ci, quelques mois plus tard, Peter a toujours cru à l'innocence de son père. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu rejoindre le FBI dans l'espoir qu'un jour, il pourrait l'innocenter. Mais avec le passé controversé de son père, certains amateurs des théories du complot n'hésitent pas à accuser Peter d'être impliqué dans l'attaque du métro. Quand est-ce que tu vas avouer que t'es mêlé à l'attentat dans le métro de l'an dernier, hein? Cela dit, sur une note plus positive, cette affaire offre également à Peter un nouveau travail. Il est recruté par Diane Farr, la chef de cabinet de la présidente Michelle Travers, pour intégrer un programme de contre-espionnage appelé Night Action ou Action de nuit en VF. Ce programme officieux, sous la direction directe de la présidente, enquête sur des affaires que les agences de renseignement traditionnelles ne parviennent pas à résoudre. D'ailleurs, petite parenthèse, la chef de cabinet de la Maison Blanche, en l'occurrence Diane Farr, est l'un des postes les plus importants du gouvernement américain. Elle agit comme la principale conseillère du président, supervise les opérations internes de la Maison Blanche et sert d'intermédiaire avec les entités majeures comme le Congrès, les agences de renseignement ou les organisations internationales. Et dans The Night Agent, elle supervise également le programme Night Action. Bienvenue à la Maison Blanche. Bref, c'est un rôle très important. Mais revenons à Peter. Même s'il intègre le programme Night Action, il ne devient pas pour autant un Night Agent ou agent de nuit en VF. Son travail consiste à faire de la permanence dans une pièce sans fenêtre au sous-sol de la Maison Blanche. Une pièce quasi vide, ultra sécurisée, avec pour seul élément distinctif un téléphone sans touche au milieu de la table. Le rôle de Peter est d'être là tous les jours de 20h à 4h du matin pour pouvoir répondre si jamais le téléphone sonne. Ce qui arrive extrêmement rarement. Un an passe dans la vie de Peter sans qu'il ne se passe grand chose jusqu'au jour où le téléphone va enfin sonner. Sauf qu'au bout du fil, ce n'est pas un Night Agent, mais une civile du nom de Rose Larkin. Rose, c'est le deuxième personnage principal de l'histoire. Cette petite génie de la cybersécurité a monté une start-up dans ce domaine, mais malheureusement, son entreprise s'est effondrée après qu'un employé malveillant ait saboté leur système, entraînant le piratage de leurs plus gros clients. À la suite de ce désastre, son conseil d'administration l'a évincée de l'entreprise qu'elle avait créée. Dévastée, Rose décide de se ressourcer chez son oncle et sa tante, Henry et Emma Campbell, pour réfléchir à son avenir. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Sauf qu'une nuit, elle est réveillée par une discussion étrange entre les Campbell. Alors que Rose pensait que c'était des gens tout à fait ordinaires, elle découvre que les Campbell sont en fait tous les deux des agents secrets et que visiblement, il est en train de se passer quelque chose de très sérieux. Leur conversation révèle qu'ils possèdent des informations sensibles qu'ils doivent transmettre à quelqu'un appelé Osprey. S'ils échouent, une catastrophe pourrait se produire dans 7 jours, menaçant le pays tout entier. Les Campbell expliquent aussi que la Maison Blanche est compromise, ce qui signifie qu'ils ne peuvent se fier à personne. L'arrivée de Rose interrompt leur discussion et très vite, la situation dégénère. Réalisant que l'électricité et les communications ont été coupées, ils comprennent l'urgence de la situation. Ils demandent à Rose de courir à la maison de leur voisin et d'appeler un mystérieux numéro et de donner une suite de mots étranges. T'as pas besoin de comprendre, faut que t'y ailles, c'est tout. Rose échappe de justesse aux deux assassins, mais parvient voir le visage de l'un d'eux. C'est donc avec cet appel qu'elle fait la connaissance de Peter qui va l'aider à échapper à ses assaillants. D'ailleurs, attardons-nous un petit peu sur ces deux assassins qui vont jouer un rôle central dans l'histoire. Dale et Helen. Dale, celui que Rose a vu lors de l'attaque, est un tueur à gages avec plus de 10 ans d'expérience. Il est méthodique, calme et pragmatique. Un professionnel capable de mener à bien des missions complexes sans laisser de traces.
Il est accompagné d'Hélène, sa copine, qu'il a formée lui-même pour qu'elle le rejoigne dans l'équipe. On comprend d'ailleurs vite qu'ils ne sont pas là pour faire dans la dentelle et qu'Hélène a un petit penchant sadique impulsif qui peut certes avoir son utilité dans un travail comme celui-ci, mais qui peut aussi compliquer les choses quand il s'agit d'obéir aux ordres. Ces deux charmantes personnes travaillent en secret pour une société appelée Turnlake Industries, un sous-traitant du gouvernement américain spécialisé dans les opérations de défense et de sécurité. Turnlake, qui est en apparence une société tout à fait légitime, est en réalité au cœur du complot central de la série. À sa tête se trouve Gordon Wick, un ancien Navy SEAL reconverti en homme d'affaires dont les motivations sont dictées avant tout par l'argent. Grâce à ses complices au gouvernement, Wick va être capable de faciliter grandement le travail de Dale et Hélène en les envoyant à chaque fois au bon endroit, au bon moment pour tenter d'intercepter Peter et Rose. Pendant toute la saison, ils vont donc se croiser à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'un des deux camps soit vainqueur. Vous vous en doutez, c'est Peter et Rose qui vont finir par gagner, mais on y reviendra plus tard. Revenons plutôt sur le sauvetage de Rose qui va réellement lancer l'intrigue de la saison. Farr envoie Peter la protéger jusqu'au débrief du lendemain avec elle et Hawkins, le directeur du FBI particulièrement antipathique et qui n'est vraiment pas un grand fan de Peter. Bon, pour être objectif, ça peut se comprendre connaissant l'affaire du père de Peter et le fait que Peter obéisse plus à Farr qu'à lui alors que techniquement il reste un agent du FBI. Donc sur le papier, Hawkins est le vrai boss de Peter. Et vu qu'il est joué par Robert Patrick, l'iconique T-1000 de Terminator 2, tout est fait pour nous dire cette personne est suspecte, c'est probablement pas un mec bien. Visiblement, Rose est elle aussi une fan de James Cameron puisqu'elle ne leur fait pas du tout confiance et décide de ne pas dire tout ce qu'elle sait pendant le débrief. Oui, j'ai fait une erreur, peut-être parce que j'étais sous le choc. Pour assurer sa sécurité en attendant d'en savoir plus, il décide de placer Rose dans une suite d'hôtels sous haute surveillance, gardée par les services secrets. Mais son répit est de courte durée. Le lendemain, Peter découvre que la sécurité a été retirée et il arrive juste à temps pour la sauver avant que Dale et Hélène ne fassent irruption. De toute évidence, il y a un traître très haut placé et ils ne peuvent donc plus compter sur les services du gouvernement. Ils vont commencer à enquêter de leur côté en limitant les échanges avec la hiérarchie au strict minimum, à savoir quelques appels de temps en temps avec Farr pour la tenir informée de l'avancement des recherches. C'est alors que Farr leur apprend une nouvelle inattendue, Hawkins vient d'être assassiné. Voilà qui réduit un petit peu la liste des suspects, peu probable qu'il ait été la taupe. Rose et Peter retournent chez les Campbell, ce qui les mène vers un disque dur qu'ils avaient caché contenant sans doute un paquet d'informations très utiles. Mais problème, le disque est protégé et même avec son expertise, Rose ne parvient pas à le lire. Ils ont besoin des outils ultra performants des services secrets pour y parvenir, mais ne faisant toujours confiance à personne, ils ne peuvent pas se contenter de leur laisser le disque. Ils échafaudent donc un plan pour que Peter ramène le disque pour le décrypter, mais permettent en même temps à Rose d'y accéder à distance pour qu'elle puisse récupérer son contenu et effacer le disque. Le plan fonctionne même si Peter se fait choper par Farr qui exige une explication. C'est quoi ce bordel? La situation s'arrange mais fini les cachotteries, Farr veut être tenu au courant de l'avancement de leur enquête. Ils reprennent les recherches et Peter et Rose découvrent que les Campbell agissaient sous les ordres directs de la présidente Travers, enquêtant secrètement sur l'attentat à la bombe du métro. L'enquête officielle avait rapidement désigné Omar Zadar, le leader du Front pour l'indépendance du peuple, comme responsable. Mais la présidente avait de sérieux doutes, voyant plutôt en Zadar un candidat idéal pour la victoire de la démocratie dans une zone instable. Il faut dire que Zadar est une figure politique majeure des Balkans sur le point d'accéder au pouvoir dans son pays. L'accuser d'un attentat pourrait être une manière de le discréditer, mais la présidente soupçonne qu'il s'agisse d'un coup monté pour protéger d'autres intérêts. L'enquête de Rose et Peter les mène chez une dénommée Lorna, une amie des Campbell, ancienne ingénieure en BTP. Lorna travaillait souvent avec eux pour leur fournir des plans détaillés d'infrastructures comme des bâtiments, des réseaux électriques, des conduites de gaz ou des permis de construire. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Pour leur dernière mission, les Campbell lui avaient demandé d'obtenir toutes les informations possibles sur un quartier spécifique de Washington. C'est en examinant ces plans et en se rendant sur place que Peter et Rose réalisent quelque chose de crucial. Il s'agit du lieu où la bombe du métro aurait dû exploser si Peter n'avait pas arrêté la rame ce jour-là. Ils comprennent que si l'explosion avait eu lieu ici, elle aurait provoqué des dégâts bien plus importants à cause des conduites de gaz. Et en visionnant les images des caméras de sécurité de ce jour-là, Peter reconnaît une personne. Il s'agit de l'agent Chelsea Harrington, un agent des services secrets en charge de la protection des personnalités. L'explosion du métro n'était donc peut-être pas une attaque terroriste, mais plutôt une tentative d'assassinat. Ils doivent découvrir qui l'agent Harrington protégeait ce jour-là, et Peter sait exactement où la trouver. Elle est depuis plusieurs mois responsable de la sécurité de Maddie Redfield, la fille du vice-président des États-Unis, Ashley Redfield. D'ailleurs, on comprend rapidement que la relation entre Maddie et son père est tout sauf saine. Je vais réduire ta vie à néant. Depuis son plus jeune âge, Maddie subit le poids d'un drame familial, la mort de sa petite sœur noyée dans la piscine alors qu'elle n'était pas surveillée. Son père considère que c'est la faute de Maddie si sa sœur est morte et qu'elle aurait dû la surveiller. Depuis, leur relation est devenue très toxique. Ashley Redfield ne voit en sa fille qu'un outil politique, un moyen de gagner la sympathie de l'électorat en jouant le rôle du père modèle.
Mais en privé, Maddie est une jeune femme brisée par des années de mauvais traitements psychologiques. De son côté, Maddie rêve de révéler la vérité sur son père. Elle possède même une vidéo compromettante qu'elle avait secrètement enregistrée il y a des années. On y voit le vice-président dans un moment de violence dévoilant son vrai visage. Mais jusqu'ici, elle n'a jamais trouvé le courage de la diffuser. Et si cela ne suffisait pas à nous faire comprendre que le vice-président n'est vraiment pas un mec sympa, on découvre également qu'il est l'un des complices de Gordon Wick. Pire encore, il est directement impliqué dans l'organisation de l'attaque du métro. Mais pour l'instant, Maddie vit sa meilleure vie à la fac. Du moins, jusqu'à ce qu'elle se fasse kidnapper. De leur côté, Rose et Peter continuent à avancer dans leur enquête. Ils parviennent à établir un lien direct entre les assassins, Turn Lake, la société dirigée par Wick, et le vice-président Redfield. Mais c'est à ce moment-là qu'un nouveau retournement de situation bouleverse tout. Peter découvre que Diane Farr est également mêlée à la conspiration. Ça, c'est un problème. Dans leur fuite, Rose et Peter se débarrassent de Dale avant de se mettre à l'abri. Ils se réfugient dans un endroit sûr pour que Peter se remette de ses blessures. Sa relation avec Rose évolue et il n'est plus qu'un simple garde du corps. Mais le repos est de courte durée puisqu'ils apprennent à la radio que Peter est désormais le principal suspect dans l'enlèvement de Maddie Redfield. Farr, consciente qu'elle a été démasquée, décide de changer de stratégie. Puisque Rose et Peter sont déjà en fuite, elle veut profiter de l'enlèvement de Maddie pour tout mettre sur le dos de Peter. Sauf que Harrington et son partenaire Monks ne sont pas convaincus par cette idée, et vont mener leur enquête de leur côté en parallèle pour essayer de retrouver la jeune fille. Leur principal suspect étant un homme appelé Matteo et ayant un énorme tatouage de serpent sur le flanc. Du coup, nous spectateurs, on se dit que c'est forcément la personne du métro. Sauf que de leur côté, Rose et Peter avancent encore dans leur enquête et trouvent l'identité du poseur de bombes, un dénommé Colin Worley. Mais problème, cette personne est morte quelques jours après l'attaque du métro. Non, c'est impossible. Cela dit, on va comprendre rapidement comment un mort a pu enlever Maddie, lorsque Harrington et Monks retrouvent Peter et Rose et qu'ils finissent tous par mettre leurs infos en commun. Colin Worley avait un jumeau appelé Matteo. Juste après l'attaque ratée du métro, Wick et Redfield ont totalement paniqué. Ils savaient que Colin pouvait les relier à l'attentat. Pour éviter cela, ils ont recruté Farr en lui expliquant que si Redfield tombait, cela entraînerait tout le gouvernement avec lui, y compris elle et la présidente. Après avoir hésité quelques minutes, Farr décide de les aider et tous les trois concluent que la seule solution était d'éliminer Colin. Mais lors de leur tentative, les assassins envoyés par Wick se trompent de cible et tuent Matteo à la place de Colin. Profitant de cette erreur, Colin se fait oublier en adoptant l'identité de son jumeau. Depuis, il nourrit une soif de vengeance contre ceux qui ont détruit sa vie et celle de son frère. Et cette vengeance passe donc par l'enlèvement de Maddie. Si le VP veut revoir sa fille vivante, il va devoir avouer son implication dans l'attaque du métro. Je vais faire une conférence de presse. Nous avons déjà débattu du sujet et rejeté cette idée. Vous n'avez pas les idées claires. Pour faire pression, Colin enregistre une vidéo dans laquelle Maddie supplie son père de faire ce qu'il demande. Mais Maddie parvient à envoyer la vidéo à Harrington au lieu de son père et y dissimule un indice crucial pour révéler sa position. Les quatre héros, Peter, Rose, Harrington et Monks, réussissent à la localiser et se rendent sur place pour la sauver. Ils parviennent à neutraliser Colin et à l'arrêter, mais tout ne se passe pas comme prévu. Hélène, qui les avait suivis, intervient au dernier moment et tue Colin pour s'assurer qu'il ne puisse jamais témoigner contre Wick et Redfield. Monks est également tué dans la bataille avant que Rose n'arrive finalement à neutraliser Hélène. Mais même si Maddie est maintenant enfin en sécurité, Peter et Rose restent des fugitifs. Ne sachant toujours pas à qui ils peuvent réellement faire confiance au sein du gouvernement, ils sont contraints de fuir. Pendant ce temps, Maddie et Harrington, récupérés par la police, comprennent qu'elles doivent informer la présidente Travers de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Mais en arrivant chez le vice-président, elles découvrent que la présidente n'est plus à la Maison Blanche. Travers est en route pour Camp David où elle doit rencontrer Omar Zadar, le leader politique des Balkans que les conspirateurs cherchent à supprimer. D'ailleurs, on sait maintenant que c'est lui qu'Harrington escortait le jour de l'attaque et qu'il avait le nom de code Osprey. Wick le voit comme une menace pour ses affaires dans les Balkans et Redfield comme une menace pour le pays puisqu'il le considère comme un terroriste qui doit absolument être éliminé. Il n'y a maintenant plus aucun doute, la prochaine attaque des conspirateurs va avoir lieu demain à Camp David avec une cible encore plus ambitieuse. En plus de Zadar, c'est la présidente elle-même qui pourrait être visée. Pour info, Camp David, c'est un petit peu la maison de campagne des présidents américains. Situé dans les montagnes du Maryland à une centaine de kilomètres de Washington, c'est un lieu ultra sécurisé caché en pleine forêt où les présidents se rendent pour se détendre, organiser des réunions sensibles ou accueillir des leaders étrangers loin des regards indiscrets. Harrington arrive à prévenir Peter et Rose juste avant d'être elle-même conduite à Camp David avec Maddie. Pendant ce temps, Peter et Rose découvrent des preuves accablantes de l'implication de Diane Farr dans le complot. Ils se rendent donc chez elle dans l'espoir de stopper l'opération. Mais Farr, qui a peu à peu perdu la confiance de la présidente, a été écartée par Redfield et Wick. Elle n'est d'ailleurs même pas au courant de l'attaque imminente sur Camp David. Mais toujours fidèle à la présidente, qui reste une de ses plus vieilles amies, et consciente de la gravité de la situation, elle décide d'aider Peter et Rose à infiltrer Camp David.
Ils y arrivent, mais sur place, les choses se compliquent rapidement. Rose se charge de rétablir les communications coupées, pendant que Peter part à la poursuite de Briggs, le directeur adjoint des services secrets qui s'avère être lui aussi un traître. Briggs vient en effet de tuer Ben Almora, le directeur des services secrets, et gravement blesser Farr juste avant de prendre la fuite. J'ai besoin de renfort à l'est d'Aspen Lodge. Sutherland est là. On découvre que 2 bombes ont été posées par les conspirateurs. La première bombe, trouvée par Harrington, a été placée dans le bâtiment principal. Heureusement, elle parvient à évacuer tout le monde juste avant l'explosion, évitant ainsi un véritable carnage. La seconde bombe, elle, est encore plus vicieuse. Elle a été installée dans Marine One, l'hélicoptère présidentiel destiné à évacuer Traverse. Peter, après un affrontement intense contre Briggs, découvre la localisation de cette deuxième bombe à la dernière minute. Il réussit à intercepter la présidente avant qu'elle ne monte à bord de Marine One, sauvant sa vie alors que l'hélicoptère explose. Avec la présidente enfin en sécurité, le complot a été totalement déjoué. Les conspirateurs, y compris Redfield et Farr, sont donc arrêtés. Seul Gordon Wick parvient à échapper à la justice. Avec un timing impeccable, il s'enfuit à bord de l'un de ses jets privés juste avant l'attaque de Camp David. Mais sa vie risque maintenant d'être un petit peu compliquée. Désormais, il est devenu l'un des hommes les plus recherchés au monde, traqué par les autorités internationales et par les États-Unis. Nous le trouverons. Grâce à leurs actes héroïques et aux preuves récoltées, Peter et Rose sont enfin blanchis. Et la présidente permet même à Peter d'obtenir ce qu'il désire le plus, la vérité sur son père. La révélation est douloureuse mais apporte enfin des réponses. Peter découvre que son père était bel et bien coupable des fuites des documents classés. Cependant, peu avant sa mort, il s'apprêtait à devenir un agent double travaillant en secret pour démasquer des réseaux d'espionnage. À la grande surprise de Peter, son père n'est donc pas mort dans un accident de voiture, mais a été assassiné. Et le coupable a été abattu par les Delta Force il y a 7 ans. La présidente offre également une promotion à Peter lui permettant de devenir un véritable Night Agent. Et la saison se termine avec Peter et Rose se disant au revoir, sachant que leurs chemins vont temporairement se séparer. Rose, après toutes ces aventures, retourne à une vie plus normale, tandis que Peter s'envole pour sa première mission en tant que Night Agent. Comme vous pouvez le voir, la saison 1 de The Night Agent a été bien chargée en action, complot et retournement de situation. Du coup, qu'est-ce qui nous attend dans la deuxième saison? Cette fois-ci, Peter sera de l'autre côté du téléphone, effectuant ses premières missions en tant que véritable Night Agent. Sa mission, enquêter sur une fuite d'informations au sein de la CIA. Une taupe serait en train de vendre les secrets les plus sensibles du pays aux plus offrants. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Très vite, Peter se retrouvera isolé, obligé de démasquer le traître, tout en affrontant une menace encore plus grande. Cette fois, il devra essayer de stopper une catastrophe impliquant le vol d'une arme expérimentale capable de rayer une ville entière de la carte. Heureusement, il ne sera pas totalement seul. Rose devrait être de retour pour l'aider à sauver le pays une nouvelle fois. Bref, préparez-vous à retrouver tous les ingrédients qui ont fait le succès de la première saison, mais encore plus intense et relevé d'un cran. Et bonne nouvelle, on sait déjà que la saison 2 ne sera pas la dernière. La production de la 3e saison est déjà en cours, donc The Night Agent a encore beaucoup de surprises à offrir. Voilà, avec tout ça, vous êtes fin prêts pour profiter à fond de la saison 2 de The Night Agent. Pensez à liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Descendez-moi, ou écartez-vous de mon chemin.